On dirait pas que vous êtes convoqué dans mon bureau. Ça est très principal de lycée, non? J'adore. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer un nouveau concept sur cette chaîne qui va parler d'un sujet que j'adore, le business. Et je vais me concentrer un petit peu plus sur le business de l'influence, toutes les coulisses des partenariats, des OP, etc. Et de l'entrepreneuriat parce que j'ai une marque et j'en développe d'autres en ce moment. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous emmener avec moi et de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Si vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, ou que même si vous me connaissez mais que vous savez pas trop ce que je fais dans la life, il faut savoir que ça fait pratiquement 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc je suis une vieille de la vieille. Et j'en ai fait mon business depuis 2017. Donc ça fait depuis 2017 que je suis officiellement créatrice de contenu professionnel et que j'ai ma société. Donc je ne me considère pas comme une experte non plus du sujet, mais j'ai une certaine connaissance. J'ai appris de mes expériences, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes succès. Et du coup, je suis là pour vous partager et en discuter avec vous. J'espère que ça vous plaira, j'espère que c'est un sujet qui vous branche. Et j'espère que vous serez au rendez-vous à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur ce concept-là. Sans plus attendre, let's go! Alors, dans cette vidéo, on va évoquer les coulisses des partenariats. Alors, les partenariats, il y a énormément de choses à savoir dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas les bases, si vous n'êtes pas averti, si vous n'avez pas toutes les informations requises, vous pouvez facilement vous faire douiller. Et je suis là, Tata Marwa est là pour vous aider à voir un petit peu plus clair. Du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo tous les types de partenariats qui existent, le principe des grilles tarifaires, les contenus que vous pouvez proposer et évidemment le déroulé d'un partenariat classique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. C'est parti, commençons tout de suite. Pour moi, il y a 3 types de partenariats majeurs. Le premier, l'affiliation. C'est ce qui a fait un petit peu le succès des blogueuses à l'époque. Une affiliation, c'est un revenu que vous allez générer à travers une commission que vous allez percevoir sur une vente qui a été faite à travers un lien que vous avez partagé. Très longue phrase pour dire que, en gros, vous allez présenter par exemple, je sais pas, une chemise en story. Vous allez mettre le lien traqué, donc c'est un lien affilié, c'est un lien spécial. Un de vos followers va cliquer sur ce lien, va acheter cette chemise à travers ce lien et vous allez percevoir une commission sur cette vente. Et c'est comme ça que vous allez percevoir à chaque fois des commissions sur tous les liens que vous allez partager. Donc ça peut se faire de manière indépendante, comme je vous l'ai dit, à travers des applications. Il y a plein d'applications qui sont référencées sur le marché. Ou alors à travers une marque. Donc une marque va venir vous proposer un partenariat et va vous proposer en fait de gagner des sous à chaque fois que vous allez partager ces produits à travers les liens qu'elle vous a fournis. C'est pas les partenariats les plus recherchés, l'affiliation, mais c'est un très bon complément de revenus. Ensuite, vous avez les partenariats one shot. Pourquoi one shot? Parce que c'est des partenariats qui sont très ponctuels au fur et à mesure de l'année. Ils peuvent revenir plusieurs fois ou c'est juste une fois. Une marque vient tenter un partenariat avec vous, ça marche, ok, on continue, ça marche pas, merci, au revoir. Généralement, c'est les partenariats les plus récurrents, c'est les partenariats classiques, ceux que vous voyez tout le temps. Dernier partenariat, lui, il est assez prisé parce qu'il se fait un petit peu rare, mais c'est surtout parce que c'est le plus rémunérateur et aussi celui qui demande beaucoup plus d'investissement en contenu et en temps. Le contrat d'ambassadeur. Par exemple, si je vais prendre mon exemple, c'est pas du tout un secret si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis ambassadrice GHD. Donc ça veut dire que je représente GHD sur mes réseaux et mon image est associée à GHD. Généralement, un contrat d'ambassadeur, ça se déroule soit sur 6 mois, soit sur 1 an, soit sur plusieurs années. Et en gros, vous allez dealer un budget qui va comprendre X quantité de contenu étalé sur tout le long de l'année et surtout l'exclusivité. En fait, c'est ça qui change un petit peu des partenariats one shot, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ambassadrice GHD, je n'ai pas le droit de parler des concurrents directs. Excuse me. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? À 19h? Oh là là. Je suis déjà en retard. Vas-y, à tout bye. Bon, du coup, en fait, j'ai un événement ce soir. Je dois y aller. Je suis déjà en retard. Et c'était trompé sur les billets. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre cette vidéo. Je pense demain. À demain. Bye. Ok. Un autre jour, une nouvelle tenue. Le même sujet. Alors, on était au type de partenariat que vous pouvez avoir. Et du coup, je vais juste conclure sur le dernier type de partenariat qui est du coup l'ambassadeur. En gros, c'est un petit peu le partenariat le plus prisé parce qu'il est le plus rémunérateur. Mais en même temps, c'est celui qui demande le plus de responsabilité, le plus de contenu et le plus d'engagement envers la marque.
Passons au type de contenu que vous pouvez proposer. Alors en fait, il y en a énormément. Cela dépend vraiment des plateformes. Moi, je vais parler uniquement des plateformes qui me concernent, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Donc sur YouTube, vous pouvez proposer deux types de contenu. Soit un placement, c'est-à-dire en fait une portion de votre vidéo qui est dédiée à une marque ou un service, ou une vidéo dédiée. Généralement, selon les youtubeurs et selon les influenceurs, les vidéos dédiées YouTube, c'est ce qui est le plus cher dans les grilles tarifaires parce que c'est une très grosse visibilité. Ensuite vient Instagram. Instagram, il y a tellement de contenus différents qu'on peut proposer aux marques parce que c'est un petit peu le fer de lance de la plateforme. C'est de réunir tous les réseaux sociaux en un seul. C'est pour ça qu'il y a les Reels qui concurrencent TikTok, c'est pour ça qu'il y a les IGTV qui concurrencent YouTube, les Stories c'est pour concurrencer Snapchat, les guides c'est pour concurrencer les blogs, les lives c'est pour concurrencer Twitch. Enfin, il n'y a rien qui est créé au hasard. Et du coup, c'est un avantage, un très gros avantage sur Instagram d'avoir des OP parce que c'est vraiment là où tout se concentre. Et c'est aussi pour ça que vous voyez beaucoup de TikTokers qui sont nés sur TikTok, qui veulent transférer leur communauté sur Instagram parce que c'est là où on voit les plus beaux budgets et surtout les plus belles OP. Donc sur Instagram, vous pouvez proposer un set de stories définis, donc ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 10, des posts fixes, des posts carousel, des posts concours, des lives, des takeovers, vous pouvez proposer des reels, des IGTV, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur Instagram. Les marques ont énormément basé leur stratégie sur Instagram et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de contenus complètement différents. TikTok, les influenceurs ne sont pas énormément payés sur TikTok. Ça, c'est quelque chose que tout le monde dans l'industrie sait. Après bon, ça dépend qui vous êtes, mais généralement TikTok c'est pas là où se base votre rémunération principale. Après, pourquoi les marques sont très friandes de TikTok? C'est parce que un produit peut partir très vite. TikTok provoque la viralité d'un produit, c'est-à-dire que si demain un produit fait le buzz sur TikTok, est en tendance sur TikTok, demain dans les rayons il sera en rupture de stock. Et Snapchat, Snapchat c'est vraiment une plateforme commerciale. C'est pour vendre. J'ai l'impression d'être au marché sur Snapchat. Je pense que depuis l'arrivée massive des influenceurs de télé-réalité qui vous vendent à longueur de journée des choses, la communauté Snapchat est un peu conditionnée à voir des partenariats et conditionnée à acheter à travers Snapchat. Le clic se fait beaucoup plus facilement, le partenariat se fait beaucoup plus facilement. Snapchat est uniquement utilisé par les marques pour vendre. Alors que Instagram c'est fait pour vendre, mais c'est aussi beaucoup pour l'image. Snapchat c'est fait pour vendre. Donc c'est pour ça que vous voyez plein de petites marques qui commencent ou des marques un peu dropshipping qui se lancent sur Snapchat parce que c'est fait pour être vendu. Ils s'en foutent de l'image, c'est fait uniquement pour provoquer des ventes. Donc voilà, en gros, sur chaque plateforme, vous allez trouver des créateurs de contenu différents, des stratégies de vente différentes et des stratégies de communication différentes. Les grilles tarifaires, alors je vous en avais parlé il y a quelques minutes, c'est un tableau Excel que soit vous créez, soit votre agence vous crée, qui référence tous les budgets qui sont amenés à être négociés évidemment, tous les budgets qui correspondent à chaque contenu que vous proposez sur chaque plateforme, qui fluctue vraiment par rapport au marché parce que le marché pendant le Covid, il valait pas le même que pendant 2022, il valait pas le même il y a 10 ans. Donc quand une marque va venir vers vous pour vous proposer un projet, vous allez lui envoyer cette grille tarifaire et elle va voir si ça correspond au budget qu'elle a. Après, si vous deux n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le budget, sur le contenu proposé, vous pouvez toujours en discuter. Il y a beaucoup de négociations dans les partenariats, énormément de négociations qui se font, qui sont énormément influencées par ce qu'il y a en amont du partenariat, ton affect avec la marque, ton affect avec les RP, donc ceux qui représentent la marque, ton rapport avec les produits, ou s'il y a un voyage à la clé, s'il y a des produits que tu voulais absolument à la clé, enfin tout est amené à discussion, c'est vraiment du cas par cas au final. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, j'impose pas un budget spécifique. Si j'ai vraiment un affect avec la marque, je suis prête à baisser mon budget, c'est pas un problème. Donc, passons au vif du sujet. Là, je pense que je vous ai fait une très longue intro. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre vraiment les partenariats one-shot, comment ça se passe, parce que sinon, je vais devoir faire du cas par cas pour les 3 types de partenariats différents. Mais vu que c'est le partenariat qui revient le plus souvent, généralement, je vais me concentrer un petit peu plus sur celui-là. Donc, quand vous gérez votre business tout seul et quand vous le faites gérer par une agence, c'est différent, mais pas autant. En gros, c'est simple. Quand vous êtes seul, vous allez faire vos rendez-vous seul, vous rencontrez les RP seul, vous négociez seul, vous gérez votre planning, vos briefs, vos négociations, vos prix seul. Et il faut vraiment avoir une autonomie accrue. Vous êtes sollicité de partout par les RP, par les marques qui ont des événements, par les agents indépendants, par les agences qui sont pas en exclusivité avec vous, mais qui vous proposent quand même des projets parce que votre profil a été demandé par la marque. Et quand vous atteignez un certain niveau de notoriété, je pense que ça devient un peu impossible de gérer votre carrière seule. Et même ceux qui prônent
être seul, etc., faire des carrières seules, c'est pas vrai. Ils sont accompagnés, d'accord? Mais c'est indispensable d'être accompagné, sinon tu fais vraiment un burn-out. Quand tu commences, bah, tu t'attillonnes un petit peu, tu apprends un petit peu comment le marché se déroule, tu as des relations avec les RP, avec les marques, etc. Donc c'est toujours agréable quand tu as un certain niveau. Ça devient plus une corvée qu'autre chose et tu profites même plus, tu t'es plus créatif et tu n'as juste plus le temps de créer du contenu au final. Moi j'ai essayé les deux et j'ai préféré clairement être gérée par une agence maintenant, mais c'est vrai que j'ai kiffé quand j'étais seule, ça faisait très girl boss, je gérais mes mails toute seule, etc. C'était cool, mais quand tu sens que t'en peux plus et que ça dépasse le plaisir, c'est toujours mieux d'intégrer une agence. Il y en a beaucoup sur Paris, beaucoup en France. Je pense qu'il faut juste regarder celle avec qui tu cliques le plus. Et du coup, en fait, quand vous êtes dans une agence, il faut savoir que vous les payez pas au mois, vous les payez à la commission. Une agence marche à la commission. Si vous êtes dans une agence et que vous les payez avec genre un salaire, vous faites douiller, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Donc la marque va vous contacter ou contacter votre agence, va venir avec un projet, sur quelle plateforme ils aimeraient vous activer, le budget qu'ils ont et les produits ou services qu'ils aimeraient mettre en avant. Vous ou votre agence allez négocier sur le budget, évidemment il y a toujours des négociations, des fois c'est fluide, des fois ça l'est pas. Si aucun des deux parties veut faire des efforts entre guillemets, vous pouvez toujours discuter sur changer le type de contenu, adapter beaucoup plus à votre budget à vous. Très important, et ça je le répète tout le temps, c'est très important de discuter avec la marque, de montrer que vous êtes vraiment impliqué dans le partenariat. Évidemment, vous n'allez pas tout le temps proposer des trucs différents à chaque fois. C'est vos plateformes, c'est votre communauté, c'est votre manière de travailler, c'est votre ligne éditoriale. C'est vous qui savez si ça marche ou si ça marche pas. Et même les marques, elles aiment trop quand vous vous impliquez vraiment dans la collaboration et quand vous littéralement vous collaborez avec eux, c'est-à-dire que vous émettez vraiment des idées. Et au final, c'est juste plus agréable pour tout le monde. Donc le partenariat est accepté, le budget est établi, on va passer au brief. Avec le temps, j'ai remarqué que le brief était de plus en plus pointu, de plus en plus complet, de plus en plus long. Et c'est parce que l'industrie de l'influence prospère comme never et beaucoup de gens se professionnalisent beaucoup plus. Avant, tout le monde tâtonnait un petit peu, les influenceurs, les marques, et maintenant ça s'est beaucoup plus codifié. Donc dans ce brief, la marque va vous dire le type de contenu qu'ils souhaiteraient, les points clés qu'ils aimeraient que vous abordiez, les liens à mettre s'il y a des liens à mettre, les hashtags et les arrobas à mettre s'il y a des hashtags et des mentions à mettre, tous les petits détails sur les produits, les services qu'ils aimeraient vraiment que vous mettiez en avant pour la création de votre contenu. Donc vous avez votre brief, vous l'organisez comme vous voulez, votre agence, moi j'aime trop parce que mon agence elle organise trop bien les briefs. Vous avez votre brief, vous filmez vos contenus, et là, vous les préparez pour les envoyer en preview. Ça, c'est quelque chose qui se fait que depuis quelques années. En tout cas, les previews sont de plus en plus complètes. Avant, c'était juste, bon voilà, je vais faire ça. Tiens, je t'envoie la photo. Tiens, je t'envoie à peu près ce que je vais dire dans les stories. Et la marque validait. Et elle se rendait compte après publication qu'il y avait des choses à revoir, que des fois, ça ne lui convenait pas. Donc, ça posait énormément de problèmes. C'est pour ça que vous voyez plein de vos influenceurs préférés vous écrire avec l'écran, ces stories ont été préfilmées, ou alors changer de look d'une story à une autre juste parce que ces stories-là ont été préfilmées pour un partenariat. Donc voilà, je pense que maintenant vous êtes habitués. D'ailleurs, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça en tant que spectateur, en tant que follower. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de savoir votre avis parce que j'ai pas vraiment eu de retour par rapport à ça. Et en fait, pendant la preview, c'est primordial d'envoyer exactement ce que vous allez poster. Donc même avec les mentions, même avec les liens, s'il y a des musiques, vous envoyez les musiques que vous allez mettre parce que des fois il y a des marques qui aiment pas que vous utilisez des musiques pas libres de droit. Quand la preview est validée, vous postez votre contenu. L'OP est pratiquement terminé, il reste plus que les statistiques. Donc en fait, la marque va toujours revenir vers vous quelques jours plus tard pour demander les statistiques de vos contenus. Ce sont des données dont vous avez l'unique accès, que ce soit pour les stories, que ce soit pour les posts, que ce soit pour vos comptes. Et du coup, les marques les réclament parfois, pas tout le temps, mais des fois les marques les réclament pour faire un résumé du partenariat, pour voir si ça a marché, pour voir le nombre de clics sur leur mention, pour voir le nombre de clics sur leur lien, et du coup rattacher ça à votre profil. Et en fait, ça va un peu créer une base de données sur votre engagement et sur votre potentiel de vente pour chaque OP. Donc les marques ont deux objectifs bien distincts, l'image et la vente. En tant que marque, un partenariat image, c'est un partenariat dans lequel vous allez vous associer à des profils qui correspondent entièrement à votre marque, qui vont valoriser votre marque, apporter beaucoup plus de visibilité à votre marque. Et en fait, à ces influenceurs, on va soit les payer, soit leur donner du gifting, donc leur envoyer des très très beaux cadeaux pour qu'ils les mettent en avant, pour qu'ils en parlent, pour qu'ils les partagent avec leur communauté, parce que c'est le type de clientèle qu'on cherche à avoir
et à attirer. Un partenariat vente, c'est un partenariat qui est fait pour enclencher de la vente. Si on prend les partenariats exclusivement vente, ça c'est les partenariats qu'on peut retrouver généralement sur Snapchat. Par exemple, Snapchat, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que de la vente. C'est pas pour l'image, c'est uniquement que de la vente, c'est pour faire du chiffre. Point final. Et évidemment, il y a des partenariats qui combinent un petit peu les deux, qui prennent des profils qui correspondent à leur image et du coup qu'ils aimeraient collaborer avec eux pour mettre en avant un certain produit et évidemment déclencher des ventes derrière. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. J'espère que ça a été complet. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur l'influence, beaucoup de thèmes, je pense qu'on va aborder dans ce concept. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a diverti. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires que vous voulez que j'aborde en priorité. Plein de gros bisous. Et avant ça, oh my god, avant ça, nous allions oublier. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, moi je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.